Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne Cap 7e Art, c'est Xavier et aujourd'hui je suis là pour vous parler d'un film qui m'est très cher, qui fait partie littéralement de mon top 10 des films que j'aime le plus, un film qui est passé totalement inaperçu le jour de sa sortie, c'était le 4 janvier 2017 et le 4 janvier 2017 restera dans ma mémoire pour longtemps parce que je l'avais vu le jour même et que ce film m'a bouleversé au point que, encore aujourd'hui, quand je pense à ce film, je suis bouleversé. Et souvent, il me revient des moments de ce film, des moments qui m'ont glacé, qui resteront à jamais en moi. C'est ça, des œuvres qui marquent. Et j'aimerais aujourd'hui qu'on parle de A Monster Calls ou encore son titre en français, Quelques minutes après minuit. Donc ce film qui est sorti le 4 janvier 2017, le scénario de ce film, il était depuis les années 2000 dans la boîte à Hollywood. Ça faisait partie de cette blacklist des films maudits dont Hollywood ne puisait jamais l'essentiel pour essayer de le réaliser. Il y a des tas de films comme ça qui sont les meilleurs scénarios possibles mais qui sont restés dans une blacklist et certains réalisateurs ont des fois essayé de sortir le scénario et d'essayer d'y accoucher un film, mais ils s'y sont juste cassés les doigts. Ça n'a pas pris. Et ici, c'est Juan Antonio Bayona qui est la réalisation de ce film. Juan Antonio Bayona, il était connu à cette époque-là pour être le réalisateur derrière L'Orphelinat, le plus gros succès d'horreur en Espagne, ou encore The Impossible, le film sur le tsunami avec Ewan McGregor ou encore Naomi Watts. Voilà un petit peu ce qu'était ce Juan Antonio Bayona à l'époque. Aujourd'hui, il a fait le second épisode des aventures de Jurassic World, donc c'était Fallen Kingdom, où il y avait des vrais moments d'horreur et de vrais beaux moments de réalisation, comme le moment où le monstre rentre dans la chambre, etc., où il reprend tout un univers de Spielberg. Bon bah voilà, il y avait une vraie envie de réalisation, même si le scénario, c'était pas lui et il n'y pouvait pas grand-chose. Il était derrière une franchise où il n'a pas beaucoup de droits, à part essayer de faire la meilleure réelle possible, que le scénario soit bon ou pas, tant pis pour lui. Et puis, depuis, il a aussi fait un film qui s'appelle Le Cercle des Neiges. Le Cercle des Neiges, ça vous parle peut-être un petit peu plus parce qu'il est sorti en 2024. C'est un film Netflix sur un crash d'avion, un film survival ou un film qui est sur une histoire vraie de rugbyman qui se sont crashés et qui ont dû se bouffer pour survivre. Et ce film-là, il est sorti en début d'année, là également, et il a fait beaucoup de bruit, notamment pour une scène qui est juste démentielle, qui est certainement la scène la plus impressionnante que j'ai vue depuis longtemps, celle du crash d'avion. Je n'avais jamais vu un crash d'avion filmé de cette manière-là. Et c'est juste une maestria ce qu'il amène ici. Mais avant cela, donc L'Orphelinat était son plus gros succès. Ensuite, il a fait ce film aussi, et puis il a fait de tout ce que je vous ai raconté par la suite. Donc c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, qui est toujours élégant dans sa manière de réaliser, qui a toujours énormément d'idées, énormément d'envie. Et quand il fait A Monster Calls, il est produit par... C'est pas n'importe qui, le nom que je vais vous citer. Il est produit par Guillermo del Toro. Donc Guillermo del Toro, c'est Le Labyrinthe de Pan, c'est Hellboy. C'est également des œuvres comme là dernièrement, qu'est-ce qu'on a pu avoir de lui, Pinocchio. Voilà, c'est un énorme producteur qui est derrière son projet. Je peux aussi vous parler de Crimson Peak. Voilà. Guillermo del Toro, en réel, c'est de la bombe. En producteur, ça rassure. Bon, Juan Antonio Bayona et Guillermo del Toro ensemble. J'ai envie de vous dire, le réalisateur mexicain, le réalisateur espagnol, et le producteur mexicain, je suis rassuré, je me dis qu'une grosse œuvre va m'attendre en voyant ce film. Et je n'ai pas été déçu. Déjà, il faut savoir qu'au tout début, quand la bande-annonce est sortie, je ne connaissais pas le projet. J'avais pas eu beaucoup de bandes-annonces qui m'avaient montré ce projet-là. Par curiosité, j'étais tombé sur son affiche qui m'avait intrigué. Et de là, c'est là que j'ai vu que c'était le réalisateur de L'Orphelinat. Et j'ai vu que Guillermo del Toro était derrière. Bon, ça me donnait quelques envies, mais sans plus. Et j'ai découvert le film le jour même. Et quelle claque j'ai pris ce jour-là. Je vous assure que depuis, y a des choses que je ne vis plus de la même manière. Ici, on va traiter d'un
d'un film qui va nous parler de la mort, qui va être sans cesse en confrontation avec celle-ci. Je vais vous donner le synopsis du film tout de suite. Alors, quelques minutes après minute, je l'ai là. Donc, Connor a de plus en plus de difficultés à faire face à la maladie de sa mère, à l'intimidation de ses camarades et à la fermeté de sa grand-mère. Chaque nuit, pour fuir son quotidien, il s'échappe dans un monde imaginaire peuplé de créatures extraordinaires. Mais c'est pourtant là qu'il va devoir apprendre le courage, la valeur du chagrin et surtout affronter la réalité. Voilà le synopsis qui nous est proposé pour ce quelques minutes après minuit. Ce quelques minutes après minuit, ou A Monster Calls, c'est une œuvre que j'ai eu bien du mal à faire convaincre à mes amis. Je voulais que mes amis viennent en salle avec moi. Et quand je leur donnais le synopsis, le monde, les créatures imaginaires, etc., ça leur parlait pas du tout. Et finalement, j'ai réussi à convaincre mon frère et Alexandre, que je salue. Et quand on est été en salle, avant d'aller en salle, il me dit « T'as intérêt que le film soit bon ». Et la plus grande des fiertés pour moi, donc c'était mon deuxième visionnage, je y vais avec eux, et pendant le film, il m'a dit « T'avais raison ». Et ça a été évidemment ma victoire en moi, parce qu'ils sont très très durs en cinéma, et donc quand j'arrive à les convaincre, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui était derrière. Et cette œuvre, elle est juste magistrale, parce que c'est la perte de l'innocence infantile qui nous est montrée dans ce film-là. Il y a des thèmes comme la culpabilité, la famille, le deuil, la confrontation de celui-ci, le déni. Tout ça s'est amené dans ce film, et ce film va nous traiter d'un meilleur ami imaginaire qui va être un monstre. Alors c'est pas la première fois que dans le cinéma on traite de l'ami imaginaire comme quelque chose de monstrueux. On a eu par exemple Peter et Elliot le dragon, on a eu le bon gros géant, et on a eu également en animation, je pense au Voyage d'Arlo dernièrement, qui a été fait justement en traitant d'un enfant et d'un dinosaure. Bon bah voilà, ça c'est des thèmes qui sont récurrents, l'imaginaire nous amène des tas de choses qui sont fascinantes. Et l'imaginaire de ce film aussi, il est totalement effrayant. C'est un drame psychologique fantastique qui est aussi un conte macabre qui va revenir sur l'aventure d'un enfant, un enfant qui doit dire au revoir à sa maman. Et c'est rigolo, mais rien que le fait d'en parler et tout, je suis encore bouleversé et je pourrais pleurer d'un coup parce qu'il y a les émotions de ce moment qui me reviennent. Et chaque fois que je revois le film, il y a un moment très précis où à chaque fois, même si j'ai vu le film, même si je le connais, je me mets à pleurer. Et à chaque fois, je me dis, là, je suis préparé, cette fois-ci, on m'aura pas. Mais on m'a toujours. Pourquoi ? Parce que la réalisation est élégante. Parce que la réalisation est fascinante. On étouffe cet enfant. On voit cet enfant qui essaie de survivre et de ne pas faire face à la réalité. Et du coup, il se crée un monde, mais on voit qu'il se bride, qu'il ne lâche pas prise. Et Lewis McDougall, qui joue l'enfant dans ce film, il est extraordinaire. On l'avait découvert dans Pan. Pan, c'était un film sur l'imaginaire aussi qui était très chouette, mais il avait un second rôle. Et après ce film, on s'était dit que Lewis McDougall allait avoir des tas de propositions. Eh ben non. Lewis McDougall, il a joué dans His Dark Materials en second rôle et on ne l'a plus jamais revu. C'est d'une tristesse absolue parce que ce gamin est un génie et les émotions, tout ce qu'il arrivait à sortir de son personnage, c'était d'une beauté extrême parce que cet enfant, il était dans la peur du début à la fin. Il était dans la tristesse du début à la fin. Et on a besoin de lâcher prise à des moments. On a besoin, comme lui, d'avoir des petits moments de survie. Et ces petits moments de survie, ils sont amenés à un moment donné par le père. Ils sont bienvenus parce qu'on était tellement en tension avec lui qu'on est dans un bonheur absolu quand il retrouve ce papa qui est là pour quelques heures, qui va lui permettre d'avoir une bulle de liberté, une bulle de bonheur, et on se met à être ému avec lui, à être emporté dans ce moment-là, parce qu'on sait qu'il ne sera pas éternel. C'est ça qui fait que on apprécie beaucoup ce moment. Et un monstre donc va apparaître à la fenêtre de cet enfant chaque soir à minuit pour lui raconter une histoire.
Et il va lui raconter une histoire qui fait écho à sa réalité. Et à chaque histoire, on entend l'enfant dire « Mais tu es un monstre, ce que tu fais payer la mauvaise personne. » Et en fait, le monstre lui dit ce n'est peut-être pas la réalité. Peut-être que si j'ai fait ça, c'est que la personne l'avait bien cherché. Peut-être que la personne que tu crois coupable de tous tes malheurs, finalement, ce n'est pas elle la coupable, mais l'autre. Et il fait réfléchir l'enfant à chacune de ces histoires. Comme je vous ai dit, chaque histoire fait écho à son présent. Chaque histoire amène des magnifiques moments d'aquarelle où on va être plongé dans cet univers. D'un coup, ça y est, on se retrouve dans Harry Potter et les reliques de la mort. Où, vous savez, on avait ce conte macabre des reliques de la mort, justement, avec ses frères qui se sont battus pour la cape d'invisibilité, la baguette de Suro, et je sais plus s'il y a une bague, enfin il y a un troisième élément, mais voilà. Cette histoire sur ces frères macabres, eh bien, c'est le même procédé ici pour raconter les histoires. Quand le monstre se met à nous raconter une histoire, on se met à être dans une aquarelle qui est sublime. Et là, les bonus, quand vous avez moi j'ai la version HD de ce film, qui est une édition collector, où on a des bonus qui sont juste fascinants, où on nous montre comment a été créée cette aquarelle, etc. Enfin, c'est sublime. Vraiment, il y a un travail de fou qui a été fait. Au casting de ce film pour jouer la maman, on a Felicity Jones, qu'on a pu voir dans Une merveilleuse histoire du temps, ou encore qu'on a pu voir dans Star Wars A Rogue One Story. On a aussi Sigourney Weaver. Sigourney Weaver, c'est bien évidemment Avatar, ou c'est Alien pour James Cameron. Et on a Toby Kebbell qui joue le papa, qui lui est un acteur qu'on a vu dans La Planète des Singes, qui jouait dans l'épisode 2 et 3 l'ennemi de César. Voilà, j'ai plus son nom à l'heure actuelle. Et pour le monstre, celui qui porte la voix, c'est Liam Neeson. Liam Neeson, il portait la voix également de Aslan dans Le Monde de Narnia. Et puis, il est le grand-père à l'image dans le film. On a une photo à un moment donné du grand-père de ce petit garçon. Et on voit que c'est Liam Neeson. Donc, c'est un joli clin d'œil de lui qui joue le grand-père et aussi la voix du monstre dans le film. Et j'avoue que la voix de ce monstre, elle est juste sublime. Il faut voir le film en VO. C'est juste un travail, mais absolument génial. Moi, j'ai eu la version française que je dénigre pas. Je trouve que la version française marche très bien. Par contre, j'ai vu la version québécoise un jour de ce film. Je suis tombé sur la voix. Et là, par contre, oui, on peut totalement être passé à côté de l'œuvre tellement le gâchis est là, quoi. Donc vraiment, voyez ce film parce que je vous assure que on a rarement traité le deuil de cette manière-là et l'imaginaire, l'enfance, tout ce que doit vivre cet enfant, tout ce qu'il doit traverser, c'est d'une beauté sans nom, mais c'est à la fois d'une beauté poétique, c'est vibrant, c'est touchant, c'est lyrique et c'est à la fois macabre, sombre et désastreux parce que vous ne ressortirez pas indemne d'une œuvre pareille. Moi, je regrette de voir que ce film, personne n'en parle. Personne n'en parle jamais nulle part. Et pourtant, pour moi, vraiment, je vous assure qu'il fait partie des 10 films qui m'ont le plus marqué ces dernières années. Et il a que 7 ans, donc on devrait entendre parler de temps en temps de ce film aussi. Il passe sous silence. Et moi, je ne veux plus que ce film passe sous silence. Le travail de Juan Antonio Bayona est juste magistral. Lewis McDougall, qui est l'enfant du film, il est d'une justesse absolue, il est d'une souffrance, on a envie tout le temps de le prendre dans les bras et de le protéger. Et le final est juste d'une beauté sans nom. Les dernières images, ils ont tout compris à l'œuvre. Ils ont tout compris à l'œuvre. Donc entre les histoires qui vous amènent de belles réflexions, les thèmes qui sont durs mais qui vont vraiment vous pénétrer et vous marquer, peut-être que vous ne vivrez plus jamais les choses de la même manière. Vous avez donc un drame fantastique, psychologique qui est juste sublime. Voilà ce qu'est A Monster Calls, donc quelques minutes après minuit en français. J'aime vraiment pas ce titre. C'est tout ce que j'avais à dire. Je reviendrai pour vous parler de d'autres films qui me touchent et qui font partie, moi, de mon univers. Mais ce film aussi, il devait être le premier parce que je pense que c'est celui qui me fait toujours éclater en sanglots quand je pense à lui ou quand je le revois. Toujours.
Et je voudrais saluer la musique aussi, la musique du compositeur Fernando Velasquez, qui n'a pas fait beaucoup de choses à l'heure actuelle en termes de cinéma, malheureusement. Et pourtant, qui est très juste entre les aquarelles et le jeu des acteurs et la proposition de réalisation de Juan Antonio Bayona. Il arrive à faire des thèmes qui toujours marquent, sont toujours subtils, sont toujours beaux et très pénétrants et qui marchent immédiatement avec ce que eux nous proposent. Donc l'œuvre est absolument un régal de bout en bout. Nous avons un intérêt en commun. Ta maman. Toi et moi. On est une équipe. J'ai peur. Tu vas surmonter ta peur. J'aimerais qu'il me reste une centaine d'années pour les passer avec toi. C'est un film qui, par l'imaginaire, va faire ressortir des douleurs insondables chez Connor, des démons cachés au plus profond de lui-même. Voilà ce que raconte le film, avec une dimension juste... je vous ai dit, le lyrisme, la poésie qui est amenée tout le long du film, c'est magistral. Et Sigourney Weaver, qui joue la grand-mère, on l'aime tout au long du film. On a envie de la détester, et pourtant, on voit combien elle se bat pour être là pour sa fille, et être là pour son petit-fils, malgré les règles, malgré tout ce qui dérange Connor et qu'il a envie de casser, détruire. Il a envie de s'absoudre de toute règle face à ce qu'il vit. Il a envie de dire merde et il le dit de mauvaise manière. Il s'en prend parfois aux mauvaises personnes, mais c'est justement le monstre qui va à la fin lui rappeler la réalité, qui va lui rappeler qui sont les bonnes personnes et qui ne le sont pas. Et par ces histoires, déjà, on se prend une claque absolue. Et je vous ai dit, c'est un conte pour petits et grands. Et j'ai réussi à convaincre tous ceux qui ont vu le film. Par contre, je vous préviens, sortez tout de suite les mouchoirs. Et oui, cette grand-mère est juste absolument délicieuse. Et son final à elle, les dernières scènes qu'elle a avec cet enfant avant l'impensable, eh bien, c'est un moment qui, à chaque fois, me met KO. Mais elle est juste magnifique dans ce rôle, et je voulais vraiment le souligner parce que c'est important. Une œuvre pareille, pour moi, Juan Antonio Bayona, c'est vraiment un réalisateur qui marque. C'est un vrai artisan du métier, et je dis ça comme un très très beau compliment. C'est vraiment un auteur, c'est vraiment un faiseur d'images, et on n'avait pas ça depuis longtemps. Et je pense que sur des univers comme le monde de Narnia, etc., qui traitent aussi de la mort, où c'est pas juste sympathique et juste du petit divertissement, il y a plein de thèmes hyper intéressants qui sont amenés. Je pense qu'il pourrait amener une dimension supérieure à tout cela. En ce moment, c'est Greta Gerwig qui s'occupe justement de faire le monde de Narnia, mais je le verrais bien revenir dans l'imaginaire pour traiter de cela. Je ne sais pas ce qu'il va faire dans les années à venir, mais ce réalisateur-là, moi je l'aime profondément. C'est vraiment un auteur dantesque, et ici on a une œuvre juste parfaite, c'est un roman de base d'une personne qui est décédée, qui n'a pas pu terminer son histoire, et c'est Patrick Ness, qui est aussi l'auteur de ce scénario, qui a terminé le roman, et qui ensuite, quand Juan Antonio Bayona a dit qu'il allait réaliser le film, s'est proposé au scénario. Donc voilà, on a vraiment l'auteur du roman qui est derrière le projet. Enfin, le deuxième auteur du roman qui est derrière le projet. Voilà ce que j'avais à vous dire. Vous pouvez commenter, me faire part de vos retours, me dire si vous avez vu ce film ou si je vous donne envie de le voir. Mais bien évidemment, vous pouvez vous abonner à la chaîne, soutenez mon travail, likez, partagez, mais surtout abonnez-vous. Et je vous remercie d'avoir été au bout de cette vidéo et d'être revenu avec moi sur un film qui me touche profondément.